En 2018, Stephen Walt publiait ce livre, The Hell of Good Intentions. C'est un livre formidable qui malheureusement n'a pas été traduit en français. Et il reste toujours actuel. Que dit Stephen Walt? C'est qu'il y a un consensus aux États-Unis pour promouvoir l'hégémonisme libéral, promouvoir la démocratie, y compris par la contrainte, par la force. Il parle surtout de la communauté stratégique américaine, les gens qui sont dans les think tanks, dans les médias, qui vont au département d'État, qui passent d'un poste à l'autre, ce que Obama, de façon un petit peu amusée et méprisante, appelait le blob. Selon lui, cette communauté stratégique est très très interventionniste. Elle a beaucoup grossi et plus il y a d'interventions, et bien finalement plus il y a de gens qui travaillent sur ces sujets. Grosso modo, il y a un consensus dans cette communauté stratégique pour dire que l'hégémonisme libéral, donc le fait d'imposer les normes américaines au-delà par différents moyens, c'est à la fois bon pour les États-Unis et c'est bon pour le reste du monde. Et ceux qui s'y opposent sont un peu marginalisés. Stéphane Watt rappelle que ceux qui se sont opposés à la guerre d'Irak en 2003 n'ont jamais eu par la suite de véritables postes intéressants, ni dans les think tanks, ni au département d'État, ni dans la presse, alors que ceux qui avaient plaidé en disant que c'était une bonne chose, eh bien, on se sont toujours débrouillés pour retomber sur leurs pattes. Et pour la communauté stratégique, ceux qui refusent l'hégémonisme libéral, ça ne peut être que les États voyous et ceux qui refusent la démocratie. Et du coup, la puissance des États-Unis leur permet de plus jouer sur la contrainte que sur la persuasion. Mais, nous dit Stéphane Wall, qu'il y a un petit problème, c'est que finalement, cet activisme international, ce soutien aux interventions extérieures, y compris aux interventions militaires ou en tous les cas aux interventions par la contrainte, eh bien, c'est très apprécié par la communauté stratégique, mais pas du tout par le public. Et c'est entre autres ce qui a permis à Donald Trump de se faire élire en 2016, parce que tous les experts mettaient en avant son incompétence et il y avait un consensus républicain-démocrate pour dire qu'il ne fallait surtout pas confier la responsabilité suprême de la diplomatie et de l'armée américaine à quelqu'un d'aussi fantasque ou d'aussi répulsif. Donald Trump en tirait parti. Il a plaidé que tous ces gens qui étaient certes très savants, très intelligents, en fait c'était ceux-là qui avaient conduit les États-Unis dans l'impasse dans laquelle ils étaient, dans la mauvaise situation dans laquelle ils étaient, et c'était pour cela qu'il fallait Make America Great Again, du fait de l'incompétence de tous ceux qui le critiquaient. Que s'est-il passé? Chacun pouvait apprécier, notamment dans la communauté stratégique, les qualités, les compétences d'Hillary Clinton, mais c'est finalement Donald Trump qui a été élu parce que le public était lassé des interventions extérieures et d'un activisme international américain un peu trop interventionniste et un peu trop coûteux. Et donc il y avait un divorce entre les experts et l'opinion publique qui a servi Donald Trump, qui lui avait bien senti cela. Que se passe-t-il dans la communauté stratégique française? C'est quoi cette communauté? C'est un peu les mêmes, elle est moins puissante qu'aux États-Unis, mais c'est les gens qui sont dans les think tanks, les gens qui commandent sur les plateaux télévisés, dans les multiples débats télévisés, ce sont les gens qui commandent l'actualité et qui préconisent telle ou telle chose. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les va-t-en-guerre ont pris l'ascendant et que ceux qui sont contre une intervention militaire ou contre des politiques de force sont marginalisés. Ils sont effectivement traités de lâches ou accusés de faire le jeu de Poutine. Bien sûr, il est très difficile d'être accusé de faire le jeu de Poutine, qui n'est pas tout à fait apprécié, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'est pas agréable d'être traité de lâche. Et donc, je vois bien des gens qui étaient auparavant ouverts au dialogue sont maintenant beaucoup plus durs. Des colombes se sont transformés en faucons. Il y a un peu la peur d'être exclu de cette communauté stratégique en ne participant pas au concert majoritaire, en n'étant pas dans le mainstream. Et on voit donc cette tendance de plus en plus à durcir les positions. Oui, bien sûr, le fait que Poutine lui-même, depuis 2 ans, durcit ses positions n'est pas sans conséquence. Mais ce n'est pas une raison, par exemple, de réécrire l'histoire et de dire que dès le départ, Poutine voulait la guerre, qu'il n'a jamais vraiment voulu de relations avec le monde occidental, ni que les Occidentaux n'ont jamais commis aucune erreur. Une fois encore, cette guerre est inexcusable, la guerre que la Russie fait contre l'Ukraine, elle est inexcusable, mais elle n'est pas sans cause. Et on voit bien que là, si on veut réfléchir aux causes, eh bien on est considéré comme faisant le jeu de Poutine. Le 16 février, donc il n'y a quand même pas si longtemps, j'avais un débat assez ce soir. Il y avait 3 personnalités très dures à l'égard de la Russie, très en soutien de l'Ukraine, dont Nicolas Tenzer. Je disais que seul Nicolas Tenzer était cohérent parce que
Si l'on voulait que l'Ukraine gagne, vu le déficit démographique ukrainien par rapport à la Russie, bah, il fallait envoyer des troupes, mais du coup, c'était le risque de guerre. Et à l'époque, en fait, tout le monde disait non, on ne peut pas rentrer en guerre. Maintenant, de plus en plus de personnes se disent bah, pourquoi pas. Pourquoi pas en tous les cas. Oui, il faut envoyer des troupes et peu importe le risque que cela comporte. Et donc, Nicolas Tenzer, qui était quand même assez radical et considéré comme, disons, un peu excessif parfois, maintenant il est devenu central. Il a emporté la guerre idéologique, il a emporté la bataille idéologique, et ceux qui sont pour une solution de force qui n'exclut pas le recours à la guerre contre la Russie sont devenus majoritaires, et ceux qui sont opposés à cela eh bien, sont considérés comme des collabos, des traîtres, des lâches. Et bon, peut-être qu'il faut des fois avoir le courage de tenir tête au vent dominant, et que c'est aussi une certaine forme de courage. Mais donc, je vois bien comment le paysage stratégique a changé. Mais il y a peut-être, comme aux États-Unis, un divorce entre l'opinion publique et les spécialistes. Si les spécialistes sont très majoritairement favorables à une solution de force, même avec le risque d'une guerre contre la Russie, les Français sont aux trois quarts opposés à l'envoi de troupes en Ukraine, et de façon très forte. Il y a même une très grande inquiétude. Alors, je sais bien, on ne va pas envoyer des conscrits, on ne va pas rétablir le service national, mais ce risque de guerre est vu négativement par l'opinion. Et en fait, ces solutions viriles, martiales, vous allez voir, etc., eh ben, finalement, elles ont permis à Trump de gagner, qui est viril d'une autre façon, mais lui qui n'était pas pour les interventions militaires. Et on peut penser que ce divorce entre les spécialistes et leurs avis et l'opinion publique eh bien, a servi Trump, a permis à Trump de se faire élire aux États-Unis. Et il est probable que électoralement, elle serve également Marine Le Pen. Tous les spécialistes sont contre elle, disent qu'effectivement, elle est liée à Moscou, mais peut-être que le public aura un avis différent des spécialistes. Voilà, il y a vraiment un risque à l'entre-soi. Les spécialistes se voient entre eux et arrivent à penser la même chose. Il est très difficile d'être exclu d'un cercle auquel on appartient. Et effectivement, là, du fait, bien sûr, je ne le nie pas, des exactions de l'armée russe, eh bien, il y a vraiment le sentiment qu'il ne faut rien laisser passer, qu'on ne peut pas négocier avec la Russie, qu'on ne peut pas accepter le statu quo, et que donc il faut aller jusqu'au bout du démarche avec un risque d'engrenage.